seulement les hommes. Les femmes n'étaient pas membres de la société de lecture. En revanche, c'était, disons que si les hommes étaient des pères de famille, ils pouvaient signaler le nom de leurs femmes et de leurs enfants qui avaient le droit de venir quelquefois, pas toujours, mais enfin quelquefois, fouiller sur les rayons, regarder ce qu'ils voulaient choisir comme lecture. Alors évidemment, nous étions très libres. C'était la seule bibliothèque où l'on pouvait se promener librement entre les rayons. Et j'étais au milieu de ces rayons et je tirais des livres au hasard. Et je tombe sur un de ces volumes intitulé Le Kalevala. Non, titre que je n'avais jamais entendu. J'ouvre le livre, jette un coup d'œil. Oh oh, me dis-je, bon, ça c'est vraiment un livre intéressant. Alors, je m'installe sur un des fauteuils qui était placé près de la fenêtre et je commence à lire. Oh, quelle merveille, quelle merveille! Il faut que j'emprunte ce livre. Je l'emprunte, je le lis et je le classe parmi les plus grands poèmes qui existent sur la Terre. À 105 ans, Juliette Menin-Hornung parle avec détermination de sa passion pour l'épopée finnoise, le Kalevala. Je n'arrivais pas à leur expliquer l'intérêt de ce poème. Non, ils me disaient il n'y a pas de fil conducteur, on ne comprend pas, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, s'il vous plaît, m'a-t-on dit, s'il vous plaît, établissez un fil conducteur. J'ai décidé d'écrire un livre. De désespoir, je me suis dit, ce livre ne sera peut-être presque pas lu pendant ma vie, mais plus tard, des professeurs, parce que je voulais absolument que l'étude du Kalevala entre dans le programme des études universitaires dans le monde entier. Paru en 1835, l'œuvre est composée de poèmes issus de la tradition populaire orale du peuple finnois d'antan, d'après les termes de son auteur-compilateur, Elias Lönnrot. Comment commencer l'explication du Kalevala? C'est un livre qui ne ressemble à aucun autre. Et plus vous fouillez, plus il y a à dire, et plus on est devant le nouveau, l'étonnant, et on n'arrive pas à expliquer. Alors je me suis dit, je pose une base dans une épopée. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'épopée sans personnage, évidemment, puisque ce sont une épopée décrit les hauts faits de héros. Alors je me suis dit, bon, je vais parler des personnages du Kalevala. D'abord, quels sont ces personnages? Ensuite, il est patent, il est évident que les mythes sont très importants dans les actions des héros du Kalevala. Alors je me suis dit, expliquons un peu ces mythes, montrons ce qu'ils ont de traditionnel dans le monde entier, mais ils ont, eux, créé deux mythes qui leur sont propres à leur culture. C'est le mythe du Sampo, qui est le mythe de la prospérité obtenue grâce à un objet magique. Une fermière qui demande à un forgeron, je vous dis les choses comme elles sont, une fermière demande à un forgeron on demande à un forgeron
de faire un instrument, un objet qui apporte la prospérité au peuple qui le possède. Il se dit, ah, mais quelle forme est-ce... Donc, Sampo, ça existe, mais au fond, il n'a pas une forme définitive et acceptée par tous et par tous les peuples. Donc, quelle forme aura-t-il? Il cite une forme que peut prendre le Sampo, et chaque fois il rejette parce que ces formes, il ne faut pas obtenir la richesse par la mort d'autrui. Alors ça nous montre que déjà le forgeron est un penseur, c'est un philosophe. Il réfléchit sur la situation de l'être humain sur la terre. Donc le mythe du Sampo imagine quand même des gens qui trouvent que le paradis ne peut exister qu'en agissant. Parce que comment est-ce qu'ils obtiennent l'opulence? Non pas en restant assis, en mangeant et en s'amusant et en faisant de la musique et en chantant, non, non, pas du tout, absolument pas. Ils travaillent. C'est par leur travail qu'ils obtiennent une bonne nourriture, et une bonne nourriture qui les rend forts, qui leur rend la vie agréable. Sa rencontre avec le traducteur français du Kalevala, Jean-Louis Perret, sera déterminante. Il a écrit une traduction qui est un chef-d'œuvre, qui a été extrêmement difficile de faire. Et il a réussi à en faire une traduction très fidèle et en même temps qui soit une œuvre d'art. Et il l'a accompagné, évidemment, ce qui était tout à fait nécessaire, d'une introduction très riche d'informations sur ce poème, son histoire, et aussi il l'a accompagné d'explications concernant la langue. Bref, c'était une traduction extrêmement bien faite et très riche et très subjective, parce qu'évidemment, on approchait un art jusqu'alors tout à fait inconnu, tout à fait. Alors j'étais enthousiasmée et je me suis dit, maintenant je consacre ma vie, j'avais pris ma retraite, je consacre ma vie à faire connaître le traducteur du Kalevala en français dans son propre pays. En juin 2018, l'ex-professeur de littérature comparée a été nommé au grade de chevalier de l'ordre de la Rose Blanche par la République de Finlande. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Non seulement il n'est pas étudié, mais il est ignoré de la plupart des professeurs. Point final. Ignoré. On vous dira, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler, je ne sais pas.